Coucou tout le monde, vous écoutez Bien dans ma tête. Ce podcast est dédié au bien-être mental. Ici, on s'exprime, on parle de ce qui va pas, de notre quotidien, mais on donne surtout des conseils pour aller mieux. Souvent, on n'ose pas exprimer tout haut ce qu'on a dans la tête. On a peur d'être jugé, d'embêter, de casser cette image parfaite qu'on donne habituellement de nous. Ici, on s'en fout, on brise les tabous, nos conversations sont ouvertes, honnêtes. Le but, c'est de te montrer que toi, qui nous écoutes, t'es pas tout seul. Pour ce tout premier épisode de Bien dans ma tête, on va parler d'un sujet qui est assez commun, mais dont on parle peu. On va parler d'anxiété et on va parler de crise d'angoisse. J'ai eu la chance aujourd'hui de recevoir Sacha et Céline, deux jeunes étudiantes qui ont accepté de se livrer et de partager avec nous leur expérience. Avec elles, aujourd'hui, on va parler de la première fois qu'elles ont ressenti une crise d'angoisse, de leur relation à l'anxiété, des solutions qu'elles peuvent avoir quand elles sentent monter la crise, et de comment elles vivent ce mal-être en général, avec elles-mêmes et avec leurs proches, leurs familles, leurs amis. Donc voilà, je voulais remercier encore une fois Sacha et Céline d'avoir accepté de faire partie de ce premier épisode de Bien dans ma tête. Et puis je vous laisse avec la suite. Bon épisode. Alors, aujourd'hui, je suis avec Céline et Sacha. Céline est à ma gauche, elle porte une jolie robe bleue. Elle a les cheveux bruns avec une frange et des jolies boucles d'oreilles et un bracelet sur le poignet gauche. Et j'ai en face de moi Sacha, qui est blonde avec une frange, pareil, des jolies lunettes blanches, 2 boucles d'oreilles et une jolie chemise avec des cœurs, je crois, et des jolies fleurs. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Bien dans ma tête. La première question que je vais vous poser, ce sera juste de vous présenter et de me dire un peu qu'est-ce que vous faites dans la vie. Quelles sont vos passions, vos envies. Montrez un peu à ceux qui nous écoutent qui vous êtes. Ok. Tu veux que je commence ? Ah oui, vas-y. Alors, du coup, moi c'est Céline. C'est un peu bateau, mais je vais me présenter avec les études que je fais pour commencer. Donc, je suis en 2e année de licence d'art plastique à Paris. Et du coup, ça fait 3 ans que j'habite sur Paris. Et voilà, comme je fais des études d'art plastique, forcément, j'ai un lien assez fort avec l'art et tout ce qui s'y rattache. Et voilà, et là, pour l'instant... je fais un peu ce qui me plaît dans la vie. Donc, c'est-à-dire que je vais au cinéma, j'écris, je lis, je vais au théâtre, je profite avec mes amis. Et voilà, à peu près ce que je peux dire sur moi pour me présenter, tout du moins. Donc, du coup, en ce moment, ce qu'on peut retenir, c'est que tu te fais plaisir. Oui, à peu près. Dans ma vie, en règle générale, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. On y reviendra. Alors, Sacha, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Sacha, je le rappelle. C'est rigolo parce que là, je suis aussi à la fac en art plastique et je viens de reprendre la fac et je suis dans la même que celle de Céline. Avant, j'étais en études d'art dans une prépa. Donc, je suis aussi très intéressée par tout ce qui est artistique et plastique. Et dans mon quotidien, je fais pas mal de musique et du dessin. Et là, j'essaie de me préparer pour rentrer dans une école d'art. Et je lis beaucoup et je suis surtout dans mes projets, assez solitaire. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, le thème de cet épisode, du premier épisode de Bien dans ma tête, c'est l'anxiété et les crises d'angoisse. Donc, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez ressenti de l'anxiété ou une crise d'angoisse ? À quand ça remonte ? Et si vous pouvez nous en parler. Moi, je me rappelle, c'est hyper clair. Ouais, hyper clair. Parce que je crois que j'étais une enfant qui était assez tranquille. Enfin, j'avais pas trop de stress, pas trop d'angoisse. J'ai eu cadre familial parfait, famille aimante, tout ça. Enfin, j'étais dans d'hyper bonnes conditions de base. Et en fait, ça s'est déclenché à peu près l'anxiété et surtout l'arrivée de la première crise d'angoisse quand j'ai eu à peu près 10 ans. Et ça a été des crises de terreur nocturne et que je lie aux crises d'angoisse du coup, où j'ai toujours eu peur du noir comme un enfant. Et vers 10 ans, ça s'est manifesté de façon extrême où je pouvais pas dormir, j'arrivais pas à dormir. L'arrivée de la nuit, c'était... la panique et je me souviens être dans mon lit mezzanine, donc je dormais avec ma petite sœur qui était à côté de moi, enfin pas à côté, qui était dans la même chambre,
et de me dire que si je m'endormais, là, c'était pas possible. Enfin, pas j'allais mourir, mais il allait se passer quelque chose. Et du coup, de sortir de sortir de mon lit et d'aller dans la chambre de ma grande sœur qui n'était plus à la maison et qui était vide. Et de rester la lumière allumée toute la nuit à peu près comme ça. Ouais, ça a été ça, la première crise d'angoisse. Donc, avec les pleurs, le rythme qui s'accélère, le rythme cardiaque qui s'accélère. Et de pas trop comprendre ce qui arrivait. Quand même, d'être assez surprise par ce qui m'arrivait. D'avoir un sentiment de c'est la première fois que tu ressens quelque chose comme ça, il va arriver quelque chose. Mais ça, c'est vrai que je voulais en venir après de vraiment de la description d'une crise d'angoisse, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression que avant qu'on sache vraiment ce que c'est véritablement, avant qu'on l'ait vécu, on peut pas savoir en fait. C'est une sensation qui est indescriptible. Ça a l'air différent pour tout le monde aussi. Parce que moi j'ai posé pas mal de fois la question, et à chaque fois les personnes décrivent d'autres choses. Du coup à chaque fois moi je me demandais si j'avais déjà fait des crises d'angoisse. C'était autre chose. C'était autre chose. Juste un petit coup de mou. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça a l'air mais énormissime quand les gens en parlent. Et moi, je me suis étonnée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment fait de crise d'angoisse. Pourtant, j'atteins des stades d'angoisse, mais énormes. Et en fait, c'est vrai que je pense que mon angoisse est un peu différente et différée. Elle est vraiment généralisée. Et depuis toute petite, j'ai des gros soucis d'anxiété. Sauf qu'en fait, ça part pas par des grosses crises. C'est constamment là. Et donc, généralement, ça va vers des phobies ou des obsessions. En fait, c'est plus symptomatique, ça passe par là. Et donc, il y a des moments d'affolement, on va dire, qui sont très intenses. Je pense que je peux dire que ce sont des crises d'angoisse. Mais généralement, c'est diffus et ça touche un peu tout. Du coup, c'est pas pareil. C'est encore différent. C'est-à-dire que depuis toute petite, je suis hypocondriaque. Et du coup, toute l'angoisse rentre dans des peurs liées au corps, aux maladies. Et ça peut changer, donc c'est surtout ça. Et donc il y a des moments où l'obsession devient plus grande, d'autres moments elle baisse, il y a des moments de panique, donc c'est très ciblé. Mais oui, l'affolement c'est peut-être l'apogée de c'est ton angoisse latente. l'apogée de l'hypocondrie, c'est quand je pense que je vais vraiment mourir et qu'il faut aller à l'hôpital. Ouais. Pour rien. Pour rien, c'est ça, accumuler les rendez-vous. Mais du coup c'est vraiment différent. D'accord, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un sentiment en fait qui se rapporte, surtout au niveau de l'inexpliqué. En fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Et du coup, il y a cette peur irrationnelle, finalement, il va nous arriver quelque chose, on va mourir. Enfin, moi, j'associe ça à les crises d'angoisse. Il va m'arriver quelque chose que, en fait, je peux plus contrôler mon corps. Oui. C'est comme si c'était extérieur au corps. Oui, il y a un aspect physique quand même qui est très fort dans la crise d'angoisse où le rythme cardiaque qui s'accélère, les tremblements, les pleurs. Les pleurs, je pense que c'est ce qui me... Enfin, parce que je pleure un peu tout le temps, mais je pleure de joie, je pleure beaucoup. Mais les pleurs de la crise d'angoisse, c'est des sanglots, c'est autre chose. Et c'est vraiment un aspect incontrôlé, de pas contrôler, de sortir de son corps du coup, alors que paradoxalement, c'est fou ce qui se passe dans son corps, quoi. C'est fort quand même. Mais ça dure combien de temps à peu près pour toi ? Bah, ça dépend, quand j'arrive à les calmer, ça peut se calmer assez rapidement. Ouais. Mais je pense qu'une crise d'angoisse folle, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'endormissement, des fois, genre ce qui arrête le truc, ça peut durer 1 heure. Je vois. Ouais, mais c'est très fatigant. Donc, Mais alors justement, tu dis que c'est une crise d'angoisse qui va jusqu'à l'endormissement. Donc ça veut dire, ça rejoint une autre question que j'avais, qui est, est-ce que vous cherchez de l'aide quand ça vous arrive ? Et du coup, si tu me dis que ça va jusqu'à l'endormissement, ça veut dire que toi, tu es seule à la vivre et t'attends que ça passe sans forcément demander de l'aide. En fait, on a l'impression qu'il y a... En fait, c'est quelque chose on se rend pas compte forcément de ce qui se passe et directement, moi, personnellement, j'ai pas envie d'en parler à quelqu'un parce que dans ce cas-là, il y aura un contraste qui va augmenter mon affolement en me disant que la personne ne peut pas ressentir ce que je ressens à ce moment-là. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'enfermement. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément conscience que je peux appeler quelqu'un ou sortir de cette crise, on va dire. Et généralement, pour moi, elle se manifeste quand je suis seule. Donc, dans ce cas, il n'y a personne... je ne peux pas forcément appeler quelqu'un dans ces moments-là. Mais c'est vrai qu'il y a une notion du temps qui n'est pas trop présente. Et ouais, c'est marrant que tu parles de l'endormissement, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très épuisant. Et au final, il y a ça fatigue vraiment. Je pense que les pensées tombent très vite. Il y a une vraie fatigue physique qui apparaît. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une volonté d'abandon un peu en s'endormant, je pense, qui peut vraiment qui apparaît. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression que ça se manifeste
le soir, c'est propice aussi aux crises d'angoisse. Ouais. Bah alors justement, je voulais vous demander, parce qu'il y a eu la première, donc vous m'avez toutes les deux dit comment ça s'est déclenché, mais maintenant, je ne sais pas si ça continue dans votre vie actuelle, est-ce que vous arrivez à avoir un schéma où il y a des situations où vous savez que ça va faire monter la crise d'angoisse? Une situation spéciale? Oui, parce que moi, personnellement, vu à 10-12 ans, ça arrivait, c'était assez fort. Après, il y a eu plus une période d'accalmie, et après, c'est revenu, et là, ça fait partie de ma vie pour l'instant. Il y a des codes un peu, j'ai l'impression de me connaître assez pour savoir des déclencheurs, quoi, vraiment, d'espace, comme tu dis, ou de te retrouver dans une certaine situation qui fait que... Là, typiquement, le podcast, ça aurait pu être un déclencheur de crise d'angoisse. Mais vu que j'ai senti qu'il y avait une atmosphère assez bienveillante, et puis d'Acha que je connais, donc c'était quand même... Ouais, voilà. Sacha que je connais, c'était quand même quelque chose qui me rassurait. Mais sinon, du coup, de pas faire les choses nouvelles parce qu'elles peuvent potentiellement déclencher une crise d'angoisse, d'être avec des inconnus. Voilà. Mais après, c'est aussi sortir de sa zone de confort et donc y trouver du plaisir. Là, je suis contente d'être là. Donc ça me fait plaisir de me dire ça aurait pu, mais non. D'accord. Mais c'est toujours il y a quand même c'est toujours parfois c'est surprenant, d'autres fois c'est assez inévitable, mais parfois c'est surprenant que ça arrive à ce moment-là où je savais pas que ça allait arriver. Et toi, Sacha, t'arrives à savoir en fait s'il y a un schéma répétitif, j'ai envie de dire, si c'est quand t'es dans le métro, si c'est quand tu vois. Moi, c'est très flou parce que ça dépend. J'ai l'impression que c'est une apogée de mon angoisse, donc moi c'est toujours un peu en crise d'angoisse, on va dire, tous les jours, tout le temps. C'est vrai qu'il y a des moments où ça monte vraiment plus fort, et je pense que ça dépend de l'accumulation en fait. Donc c'est vrai que je suis très sociable, du coup quand je vois des personnes, ça y a pas de problème. Après quand il y a de grandes plages, on va dire, où je suis plus... des plages de temps. Quand je suis plus vraiment seule avec moi-même, là c'est sûr que là du coup l'imagination prend le dessus et là les crises d'angoisse vont arriver. Mais à chaque fois ça change de motif et c'est lié à d'autres choses, donc c'est pas forcément situationnel, c'est plus des atmosphères ou des cycles de pensée qui reviennent quand je suis seule, on va dire. Et après c'est vrai qu'en étant avec d'autres personnes, ça me fait sortir de ma tête. Et l'angoisse directement est irrationnelle, donc est calmée. Enfin, voilà. D'accord. Ça marche comme ça. Parce que c'est vrai que c'est une question que j'avais, parce que moi qui est personnelle pour le coup, parce que je sais que une angoisse que je peux avoir, ça peut se référer à la solitude. J'en ai presque... ça peut pas m'arriver quand je suis en groupe. Donc c'est pour ça que j'essaie de savoir un peu si ça avait rapport à la solitude, si ça avait rapport à autre chose. Mais je pense qu'il y a quand même un rapport à la solitude, même quand je suis entourée de gens, par exemple. Moi, c'est un moment où tu te sens hyper seule, ça te revient... j'ai pas besoin d'être seule physiquement pour me sentir seule. Mais après, oui, il y a ces moments où t'es vraiment toute seule, genre dans ta chambre, par exemple, et que t'es pas dans un hyper bon mood, que il y a des trucs, ça va pas trop, et là, ça peut être le cercle vicieux du début de la crise d'angoisse. Et puis quand il y a personne pour t'arrêter, personne pour te dire calme-toi, à part toi, mais que t'arrives pas, quoi. Et... Ouais, c'est vrai qu'il y a rien de pire. En fait, il m'est déjà arrivé, je suis dans la foule avec des amis, des personnes que je connais, là ça commence à monter. Et là il y a un décalage entre les personnes qui sont là et moi, j'ai l'impression d'être seule. Moi je me dis, non, tout le monde est autour, et là c'est horrible, ça. C'est hyper dérangeant. C'est limite les pires, un peu, c'est... Oui, ça peut renforcer l'état de se dire, mais je comprends pas pourquoi moi ça m'arrive et les autres autour, tout va bien. Et là il y a une dissociation énorme entre les autres et nous, du coup, c'est vraiment bizarre. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir ce schéma aussi. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous avez acquéri au final une technique, quelque chose, quand vous sentez monter la chose? Parce que c'est vrai qu'on peut sentir que ça vient... ça dépend des gens, encore une fois. Mais moi, je sais que ça peut venir de la... Comment on appelle ça? Je suis en train de me toucher presque le cou, là. La poitrine. Du poitrail. Du poitrail. Ça me dit ça. Exactement. Oui, mince, je sens qu'il y a
Mais bon, bah voilà. Voilà, le poitrail, on va dire. Donc je sens que ça vient Le de là. corset. Et le corset, ouais. Et c'est vrai que j'ai réussi à prendre des petites techniques de gens autour de moi. Il y a les techniques respiratoires, il y a les techniques. Il y a une technique qui marche très bien d'ailleurs, je trouve, c'est, j'ai vu ça sur internet, où il faut chercher à écouter 3 choses différentes, à voir 3 choses différentes. Enfin, voilà, c'est une technique pour te relier tes sens à ton corps, en fait. Ah oui, tellement. Et donc je voulais savoir si vous aviez des techniques. Ah bah moi j'ai eu un déclic, j'étais en vacances à Jérusalem cet été. Ouais. Petite confidence intime. Et j'étais hyper stressée tout le long du voyage. Je me suis dit là c'est pas possible, je vais essayer de méditer. Donc j'ai téléchargé Petit Bambou. Ouais. Qui n'est même pas un sponsor de ce podcast, c'est dommage. Voilà, qui n'est pas un sponsor, on le précise. Non, parce que c'est vrai que moi j'étais plus team, allez, anxiolytique, petits médicaments. Et là je me suis dit bon voilà, je vais me calmer, je suis un peu contre ça, même si j'en prends quand même. Enfin, ça te faisait pas plaisir quoi. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit bon je vais essayer parce que ça me donnait envie de me maîtriser moi-même. Je me dis dans ce cas sinon ça va jamais partir. Et du coup j'ai essayé la méditation. Bon, après j'ai dit adieu à Petit Bambou, j'ai continué mon chemin tout seul. Solo quoi. T'avais appris les rudiments et donc, c'était bon. Franchement il y a le sport, donc il y a se forcer à transpirer, à faire du sport, beaucoup d'efforts physiques, ça fait du bien parce qu'il y a une décharge mentale déjà qui est vraiment prouvée. Et après du coup il y a une tentative de méditation, c'est vrai qu'écouter tous les sons, se recentrer sur son corps et après se rendre compte finalement de là où on est et de essayer de se visualiser un espace. Et là ça fait du bien parce qu'après c'est vrai que quand on angoisse généralement on a l'impression un peu de quitter son corps. Et faire très attention à sa respiration. Au début enfin moi j'ai mis 3 semaines à, je vais pas décourager mais j'ai mis 3 semaines à atteindre un petit truc déjà. Et mais du coup il y a ça et sinon il y a la philosophie du chien, c'est-à-dire c'est sortir mais dès qu'on peut, c'est parce que généralement on s'est enfermé et c'est sortir, donc être dans la rue, croiser d'autres personnes. Et personnellement, je sais que ça me fait beaucoup de bien. J'en avais parlé à d'autres, ça marchait aussi. Je précise que c'est ton invention, hein, la philosophie du du chien. C'est pas un truc sérieux. Faut t'écrire un livre dessus. Non, c'est une invention personnelle. Ça pourrait faire un best-seller. Mais du coup, ça marche hyper bien. Et c'est sortir dès qu'il y en a la possibilité, quoi. C'est quoi ta technique, Céline? Mais moi, je sais pas si j'ai vraiment de technique comme ça. Je sais que... pour gérer la crise d'angoisse. Après, des fois, je la laisse aller aussi. Et il y a des côtés où c'est aussi rassurant de me dire que bon, elle est là et elle va passer. Et bon, après, c'est beaucoup d'exercices de pensée. Ouais, je sais que j'ai fait pas mal de méditation pendant un moment et ça m'a grave aidée, mais plus pas au moment de la crise d'angoisse. Après, plus dans la vie en règle générale pour en avoir moins, quoi, pour calmer les angoisses en règle générale et l'anxiété. Mais non, et puis j'ai l'impression qu'elle prend encore que c'est pas tout le temps le même schéma, donc que c'est pas tout le temps les mêmes solutions, mais je sais que des fois, après que la crise d'angoisse soit passée, je sais ce qui me fait du bien pour pas rester dans... Enfin, je suis contente qu'elle se termine, donc pour célébrer le fait que ça se termine, quoi. Donc, oui, être avec les gens que j'aime... ou faire un truc qui me fait hyper plaisir, genre lire un livre que j'aime beaucoup, ou même beaucoup danser, un peu ce qui se ramène au sport, j'imagine, même si je fais pas de sport, voilà. Mais faire la fête un peu d'une manière un peu cliché, je crois que ça... Non, c'est bien. Ouais, ça fait du bien. Ça. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup le sport. Enfin, on en parle souvent. Oui, de dépassement de soi-même, même. Je pense qu'il y a un truc comme ça que je connais pas, mais j'imagine. En fait, il y a la même chose dans la fête parce que du coup, là, j'ai arrêté de courir, mais c'est vrai que. C'est la fête, hein. Non, c'est vrai que marcher aussi. Voilà. Marcher. Et, c'est vrai que danser, c'est hyper important, et ça, c'est un peu. Enfin, on peut le faire facilement, quoi. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. C'est vraiment se dépenser. Mais je pense que c'est le retour au corps en général, en fait. Ça aide pas mal. En fait, oui. Au final, trouver quelque chose qui te permet d'extérioriser tout ce que tu pourrais garder à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est dur au moment de la crise d'angoisse de se dire tiens, là, je vais méditer. C'est vrai que c'est des il faut une force mentale. Moi, je le cache pas. C'est vrai que quand j'ai une crise d'angoisse, quand je suis angoissée, je me plonge dedans au plus profond du truc. Ouais. Et c'est surtout après ou avant, on peut mieux réfléchir à la crise d'angoisse et se dire bon, bah ça va passer, mais on reste quand même dans l'horreur de l'angoisse pendant ce temps-là, quoi. Donc tu privilégierais plus des médicaments, par exemple, c'est ce que tu disais ou... Bah ça dépend. Enfin, évidemment non.
Parce Bah, que, ouais. Mais c'est vrai des que... fois, ça peut aider. C'est vrai que ça peut aider parce que moi je sais qu'il y a des moments pas une angoisse qui est rationnelle. Dans ce cas, c'est sûr qu'il y a besoin d'antibio. Ouais, Et c'est en ça. même temps, essayer de méditer et peut-être qu'à un moment, je vais vraiment réussir à abandonner les médicaments. Mais franchement, je le conseille parce que c'est vrai que vivre ça au quotidien, c'est pas drôle et il faut déjà se sentir mieux pour avoir le courage de méditer, faire vraiment des efforts au quotidien. Oui, ouais, je pense qu'il y a Parce des que- étapes aussi. Ah oui, oui. Moi, je sais que j'ai pris des anxiolytiques pendant un moment, une courte D'accord. période, mais que ça a été une béquille et j'en avais besoin et ça a été hyper bénéfique. Et après, je l'ai laissé aller en mode, bah voilà, c'est terminé, je vais pas en reprendre, mais ouais, vraiment en béquille, quoi, que ça m'a servi pendant un temps et c'était peut-être le truc qui manquait pour vraiment déclencher un truc, ouais, de prendre soin de soi, vraiment, parce que prendre des médicaments, ça peut être aussi prendre soin de soi. Mais c'est vrai, je pense qu'il faut pas diaboliser et ça revient à un truc et j'ai vraiment envie qu'on en parle après toutes les deux, Céline, parce que ce que tu disais de se faire plaisir et de s'écouter, et je pense qu'il y a un lien vachement dans la résolution des crises d'angoisse, dans la résolution de tout ça. C'est vachement lié parce que, et je pense que, là je m'égare un peu, mais par rapport aux médicaments, c'est vrai qu'on pourrait les diaboliser, se dire ouais, non, mais c'est pas possible. Mais au final, si ça te fait du bien, si c'est bien sûr en quantité raisonnable, que c'est prescrit par un médecin ou autre, je pense que tout ce qui te fait du bien, il faut le laisser aller. Oui, ouais, il faut le prendre aussi. Il faut vraiment le prendre et puis oui, tester des trucs quoi aussi. Donc, Parce que c'est facile de diaboliser aussi les médicaments, c'est- mais quand on a besoin, on en Bien prend, sûr. c'est vrai on se sent vachement mieux. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de psy. Et c'est vrai qu'avoir des médicaments, ça aide énormément. Sauf qu'après, ce qui est cool aussi, c'est de comprendre pourquoi on a paniqué. Ouais, Et j'imagine du coup, que... ça aide pas mal même de parler à des amis. Ça fait Oui, clairement ouais, office de parler à psy. des amis, t'as raison. Mais clairement. Et sinon, des bons psys aussi. Et les deux, ça peut bien marcher. Et ben alors, c'est carrément la bonne liaison pour ma question que je voulais poser. Bah, on n'est même pas au courant. La médium, hein. C'est est-ce que vous êtes déjà allé voir un psy? Et est-ce que ça a été une bonne expérience, une mauvaise expérience? Donc, Ouais. Du coup, on va commencer avec toi, Sacha. Moi j'ai vu beaucoup de psy donc Ouais. depuis toute petite et à chaque fois j'étais très déçue D'accord. et donc j'arrivais pas à trouver un psy avec qui j'avais un bon contact ou un bon feeling, enfin avec qui ça marchait. Et c'est vrai que pas mal de fois je me sentais pas forcément aidée mais j'ai quand même toujours cherché à en voir. Donc même maintenant, même cette année, j'ai cherché, j'ai trouvé une psy qui pour le coup est pas mal. Et mais du coup, c'est vrai que ça dépend parce que j'ai eu psychiatre et psy et c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que j'attendais d'un psychiatre qui le fasse le travail oui. d'une psy. Oui, du coup, Et- c'est forcément décevant. Ah oui, c'est ça. Parce que j'arrivais, directement il me prescrivait des Ouais, antidépresseurs c'est vrai, ça. et ça m'a fait un peu peur, mais enfin je les ai Ouais, pris, hein, j'imagine. mais ça m'a fait un peu flipper. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de psy et moi c'est vrai que j'ai un peu galéré pour trouver Mais le ouais, bien. mais c'est une galère de trouver un bon Ah oui, psychologue, c'est j'imagine. vraiment, Enfin, parce ouais. que vraiment, c'est un lien particulier quand même. Donc, Ouais. si tu sens pas la personne sur un truc, Ouais. c'est foutu parce que c'est vraiment Ouais. quand même un peu genre, basiquement, c'est régler les problèmes avec ton intime et toi et machin. Donc, faut pas, j'imagine qu'il faut pas se décourager pour trouver le ou la Il faut vraiment chercher, hein, ça dépend. Bon, Si on n'a pas bonne d'aide, ouais. psychologue. Parce que non, parce que si c'est du bouche à oreille, donc Ouais, les ouais. conseils, ça, généralement les psys sont bien quand on Ouais, conseille, ouais, etc. carrément. C'est vrai. Après, sur internet, c'est un peu la Bah, galère. la pochette surprise. Il y a hein. les étoiles. Hein. C'est pas trop. Puis je trouve qu'il y a aussi un truc, un peu ça rejoint les médicaments, où on a l'esprit de quand on va voir un psy, c'est négatif. Enfin, je ressens ça surtout dans la société aujourd'hui, où les gens n'osent pas dire qu'ils vont voir un psy, par exemple, où c'est comme un tabou, c'est je vais mal et j'ose pas le dire en fait, parce que on est un peu dans le bon là je vais un peu loin, mais on est dans le Instagram, faut être parfait, tout va bien, ma vie est super, mais on n'en parle pas, alors que je trouve que et ça devrait être prescrit à tout le monde à 18 ans, Ouais. t'as le bac, tu fais un petit tour chez le psy et C'est puis tu bien, commences bien ta vie. thérapie, non, Ouais, c'est carrément. Le gouvernement français devrait offrir des thérapies à tous les jeunes de 18 ans. Je pense que Parce qu'il faut... Mais ouais, mais tu parlais d'Instagram, et par exemple, moi, un truc qui m'a grave aidé
le bien-être personnel, c'est les comptes... Alors là, ça va paraître, mais c'est Millennials 10 000. Ah c'est les comptes de mèmes, mais de personnes qui vont pas bien, genre sur l'anxiété, sur ça. Cool. Et vraiment, déjà, ça fait rire. Tu te reconnais vraiment dans des situations où t'es en ok, vraiment, là, je suis pas toute seule. Tes abonnements aussi. Ben oui. Et tu as quelques noms pour ceux qui nous écoutent peut-être je pense à Zoulette317. Alors vraiment là comme ça, c'est nul, mais vraiment elle est très très drôle et elle va loin des fois et c'est vraiment, ça fait plaisir. Mais ouais, ça et puis virer les abonnements Instagram nulos du coup qui te font pas du bien. Et mais oui, aller voir un psy, il y a un... Mais en fait, ça dépend parce que j'ai plus l'impression maintenant aujourd'hui, moi je connais vachement de personnes de mon âge plus qui vont voir un psy et qui en parlent un peu librement et un peu plus un peu plus détendu que d'autres. Mais par exemple, moi je sais quand j'ai fait part à mes parents qui sont hyper bienveillants, où on a une relation hyper chouette, voilà, du fait que j'allais pas bien et que j'allais sans doute voir un psy, machin, ça a vraiment été, pour ma mère, j'ai vraiment l'impression que ça a été une violence pour elle de l'entendre. Ah ouais ? Ouais, très fort. Alors que je m'y attendais pas du tout, tu vois, moi je m'attendais en mode... elle m'a pas dit non, ma fille, pas du tout, mais je m'attendais à ce que ce soit plus simple pour elle, mais le fait, parce qu'elle savait non plus, comme on a une relation de confiance, que ça allait pas au top, mais le fait, d'enclencher un parcours un peu plus médicalisé, je pense que ça l'a vraiment fait flipper sur comment je me sentais moi, en mode ah oui, c'est à ce point-là que tu vas pas bien, alors que pas forcément quoi, c'est pas, j'allais pas bien, mais c'était pas dramatique. Et toi, Sacha, t'as déjà senti la même chose, c'est-à-dire de la part de tes parents ou de tes amis, de quand on parle, il y a une certaine résistance ou c'est quoi la relation ? Est-ce que vous osez en parler à votre famille, vos amis ? Bah moi, ce qui est différent, c'est que mes parents ont toujours su que j'allais pas très bien, mais ils ont jamais pensé à m'orienter vers une psy, sauf peut-être quand j'étais petite, mais je sais pas pourquoi, comment je m'étais retrouvée là. Et du coup, c'est moi qui ai insisté. C'est vrai que si j'avais écouté mes parents, j'y serais pas allée. Et du coup, j'ai vraiment insisté pour aller voir un médecin. Et c'est vrai que du coup, oui, ils ont un rapport assez pesant, assez grave avec tout ce qui est psychothérapie. Et moi, je connais beaucoup de parents, d'amis qui vont voir des psys. Mes parents n'en voient pas. Ouais. Bon. Ma mère en a vu quelques-uns, mais c'est vrai que c'est assez tabou. Et c'est ça qui m'agace parce que tout le monde, dans l'absolu, devrait voir un psy. Après, c'est quelque chose d'assez luxueux. Parce que c'est vrai qu'il y a un coût quand même... de temps et d'argent. Ouais, c'est ça. Sûr. Et donc du coup, c'est vrai que tout le monde devrait avoir un soutien psychologique. Et surtout en vieillissant, en fait, on accumule plein de trucs. Mais c'est trop tabou. Je sais pas d'où ça vient vraiment ce tabou. Parce qu'en soi, c'est pas... c'est voir un médecin, c'est vrai que... j'ai là. Mais ouais, je pense que ça se relie au fait que on essaye toujours de donner la meilleure image de nous-mêmes au final. Et du coup, avouer ses faiblesses, c'est en quelque sorte avouer ses faiblesses en fait. Bah oui, ses faiblesses dans une société qui prône la performance et qui prône la performance, c'est bien déjà. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est sûr que c'est déjà fendre un peu la coquille quoi, et montrer que on n'est pas invincible. Donc il y a une difficulté. C'est dommage au final parce que moi je sais que de mon expérience, le moment où je me suis dit j'arrête de prétendre que je suis telle personne, que tout va bien et que tu t'ouvres aux autres, et tu te rends compte que les autres en face ils sont pareils que toi. Ils ont des problèmes et t'as une aide qui vient mutuellement. Et ça t'ouvre tellement plus de portes que de rester avec son mal-être et de prétendre que ça va pas. Mais ça, du coup, par rapport au réseau, moi ça me fait très très mal, où du coup ça accentue ce sentiment de barrière en disant non, je suis la seule à ressentir de telles angoisses. Et c'est vrai qu'il y a un aspect un peu parfait, surtout sur Instagram, et qui picote pas mal. Moi je sais pas, moi ça me fait quand même une grosse pression et c'est pas agréable, sachant que je sais que c'est fin et que c'est pas forcément vrai. Et on se rend pas compte du nombre de personnes qui vont voir des psys ou qui vont voir d'autres médecins. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il y a il y a une tendance un peu à la mode de tout ce qui est médecine douce, mais ça rejoint toujours pas les psychologues ou les psychiatres. C'est plus tout ce qui est méditation, retour vers soi-même, développement et bien-être. Et des fois, oui. Ouais, ça, les gens sont à fond sur ça, mais sur tout ce qui est psychologue, je trouve pas. Après, il y a des méthodes de médecine douce. Par exemple, je sais que moi, on m'avait prescrit à un moment du rhodiol. C'est une herbe que tu prends en gélule et qui permet d'aider justement avec l'angoisse, avec tout ça.
Et donc, tu es sur une forme un peu plus douce de la médecine. Ouais. Pas mal. Alors, est-ce que justement, parce que vous êtes venus à deux ce soir, est-ce que c'est un thème dont vous parlez, que vous abordez ensemble, dont vous discutez? Avec Sacha, oui, pas mal. Ouais. Enfin, un peu, oui, parce que quand tu rencontres quelqu'un et tu vois assez rapidement, enfin, quand tu rencontres quelqu'un, pas dans les 5 premières secondes, toi aussi, t'as des problèmes psychologiques. Non, mais plus quand tu commences à te lier vraiment de façon intime avec la personne. Bon, là, on dirait que je parle d'amour, mais c'est pas le cas, toujours pas. Enfin, Nous sommes mariés avec Céline. Quand tu parles un peu plus deep, un peu plus profond, si toi tu commences à faire le premier pas, généralement il y a moyen que l'autre, à part s'il veut vraiment pas en parler, ce que Mais c'est vrai que ça sent un tempérament anxieux quand même. Ouais, un tempérament anxieux, il y a des trucs que tu reconnais, ou enfin même s'ils sont différents de toi, t'apprends. Je te regarde en mode. Donc ça me fait parce que j'ai l'impression que tu penses quand on se voit. Des fois c'est vrai que on s'est vu hier. Ouais. Et là, j'entame la conversation en disant là, il y a pas longtemps, j'allais 4 fois chez le médecin par semaine. J'ai peut-être 300 € d'euros dépensés là-dedans. Là, directement, ça sent qu'il y a un petit problème. Sacha, toi, t'en parles assez librement avec les gens que tu connais, mais parce que c'est ton quotidien. En fait, c'est vrai que c'est mon quotidien. Ma maison, c'est l'angoisse. Ma maison, c'est l'angoisse. Non, mais en fait, il faut prendre avec humour. Ça fait vraiment du bien de rire de ces angoisses. C'est pas drôle du tout, mais c'est qu'en parler aux gens, ça fait vraiment du bien parce qu'il y a un aspect très ridicule là-dedans. J'ai conscience de l'aspect hyper drôle de voir 4 médecins après vivre ça solo. C'est l'enfer. C'est l'enfer, quoi. Ouais, les salles d'attente, les urgences. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on en parle. C'est vrai qu'on en parle. Et de s'ouvrir, de rire dessus, c'est vrai que ça casse ça fait vraiment du bien parce que il y a un aspect irrationnel, voilà. Mais oui, c'est totalement irrationnel. Enfin, c'est totalement absurde des fois. T'arrives à des stades même d'angoisse ou de sources d'angoisse. Le stade ultime, je pense, c'est quand on en parle très sérieusement, quand on reste dans sa phobie solitaire, mais en parlant à un autre. Là, vraiment, c'est inquiétant. Ouais. Mais ça peut arriver. C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire... Non, mais par exemple, si on est coincé dans une peur ou dans une phobie ou dans une crise d'angoisse ou dans quelque chose qui angoisse vraiment et qu'on reste dans cet aspect irrationnel sans pouvoir en rire en parlant à un autre, là, c'est... Puis la personne va pas comprendre. Enfin, il va avoir un truc où ça fait peur aussi. Les deux sont dans une sorte de peur. Enfin... Moi, je sais que ça m'est arrivé, je me suis dit, là, ça va pas quand même. Si j'arrive pas à en rire, c'est que c'est pas normal. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de le voir chez quelqu'un d'autre et d'aller l'aider, d'aller aider la personne, de reconnaître un schéma un peu, ou que quelqu'un allait pas bien, et comme vous disiez, on se reconnaît un peu entre nous? Pas souvent. Non, comme ça, j'ai pas souvenir. J'ai vraiment, ça me semblerait un peu... d'attendre un peu la confession, entre guillemets, plus que d'aller vers l'autre pour... Enfin, je veux surtout pas... parce que je me mets dans le sens inverse. Si j'ai pas abordé le sujet, j'ai pas forcément envie... Même si... Mais tu parlais d'aider, donc on a l'impression que je veux pas aider les gens, mais c'est juste que c'est tellement délicat que... ne pas être lourde ou être indélicate, je prends pas le risque, en fait. Moi, les gens de mon âge, j'ai du mal à percevoir. Enfin, dans ce cas, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de rentrer directement dans l'intime où ça fait un peu gros bourrin, quoi. Et j'ai remarqué chez des enfants qui étaient anxieux, là, je me suis reconnue quand j'étais enfant. Ah oui, et chez les enfants, du coup, c'est vrai que... C'est grave vrai ce que tu racontes. Et directement, on reconnaît donc ils ont des tocs, ils ont des tics, directement, ou des habitudes un peu bizarres, directement, ça se reconnaît. Et c'est vrai que dans ce cas, on peut se permettre vraiment de plus les aider, on va dire, de rentrer un peu plus dans l'intime. Mais les gens de mon âge, non, pas trop. Et alors, justement, je voulais revenir un peu à votre rapport à l'art, parce que toutes les deux, au final, vous avez un rapport à l'art que vous avez exprimé tout à l'heure. En quoi ça vous aide, si ça vous aide? Et qu'est-ce que ça éveille chez vous? Est-ce que ça aide par rapport à l'angoisse? Est-ce que ça aide par rapport à l'anxiété? Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas s'il y a un lien direct, enfin il y a un lien dans le sens où l'art c'est ce qui m'anime, donc c'est ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer, donc c'est ultra positif dans ma vie. Mais après, tout ce qui est par exemple art thérapie ou quoi, moi je m'y reconnais pas du tout, enfin j'ai l'impression que c'est assez marketing et que c'est un peu dénué de sens et voilà. Mais après... après, je sais qu'il y a des artistes qui ont fait vibrer des choses ou qui ont touché à quelque chose et qui étaient, je pense, pour en citer qu'une, à Marina Abramovic, donc performeuse et donc une artiste performeuse, vachement, et qui,
qui a fait des performances où elle se confrontait à la douleur physique. Et ça a pu faire vraiment vibrer des choses ultra personnelles. Mais après, c'est assez indescriptible. Enfin, j'imagine que de toute façon, face à la performance, c'est assez... les émotions, elles sont assez bizarres, je trouve. Enfin, un peu méconnues. Mais... ouais, dans ce sens-là, je pense que c'est là où l'art, ça parle, ça nourrit, du coup, ça réinjecte du sens, là où forcément il n'y en a pas trop dans les angoisses et l'anxiété. Moi, personnellement, c'est tout bête. Enfin, c'est vraiment, c'est comme il y a une activité qui est manuelle, moi j'arrête de penser un peu, et du coup, là, ça fait vraiment du bien. Et quand tu dessines, genre Ouais, quand je dessine, ou juste se concentrer sur quelque chose, je pense que c'est pas forcément la création, mais faire quelque chose, ça fait vraiment du bien, parce que là, du coup, il y a... c'est vrai qu'il faut pas... ça dépend vraiment des moments et des situations, mais c'est vrai qu'après, on peut se dire qu'on peut rester aussi dans notre univers, et là, c'est assez rassurant de créer quelque chose en rapport, par exemple, avec son angoisse, et de se dire, bon, mais il y a une création qui est faite, et c'est vrai que je suis privilégiée pour en parler, et dans ce cas, c'est agréable. Donc on peut mettre des mots dessus et en même temps juste s'occuper dans différentes créations, et ça fait vraiment du bien. Juste de sortir quelque chose de soi, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus matériel. Oui. Et puis vraiment de créer autre chose qu'une crise d'angoisse, quand même, c'est assez agréable. Ouais, c'est ça. On se dit, bon, au moins on a extériorisé quelque chose. Et c'est vrai que des fois en parler, ça sert pas forcément à grand chose parce que c'est un peu inexplicable. Et c'est vrai que dessiner un truc ou avoir un projet après, ça fait dans l'action, quoi. Que ce soit le sport, que ce soit au final... trouver un moyen de sortir de sa tête un peu. Ouais, c'est ça. Par exemple, ma psy m'a dit, tous les soirs, tu dessines une sorte de monstre. À dire, après, c'est devenu un rituel, bon, c'était plus un monstre. Et du coup, c'est une habitude comme ça, et c'est rassurant d'avoir des habitudes quotidiennes. Et en plus, là, si ça permet de créer, c'est d'autant plus rassurant. Alors, pour aborder, on va arriver un peu à la fin de ce podcast. Tu parlais tout à l'heure, Céline, de se faire plaisir et l'importance que ça a pour toi. Et ça a vachement résonné en moi parce que c'est vrai que depuis que, justement, après, parce que j'ai eu une période de crise d'angoisse, donc je suis allée voir quelqu'un pour un peu fouiller dans mon personnel, voir d'où ça venait. Et ce côté de vraiment penser à moi, de me faire plaisir et respecter mes envies, c'est ce qui est revenu au tout début. Ouais. Alors, est-ce que tu peux parler de toi? Qu'est-ce qui t'a fait dire, maintenant, je fais les choses pour moi, je me fais plaisir? Mais je crois que j'ai toujours eu un peu ça. Et en fait, les crises d'angoisse... et l'anxiété, c'est venu ternir tout ça. C'est un peu ce mojo que j'étais en mode YOLO, vraiment de carpe diem, vraiment. Et c'est venu ternir tout ça, et je me suis dit, à un moment le moment où ça allait vraiment pas bien, et j'étais fatiguée, et usée par le malheur, en gros, enfin par l'anxiété, crise d'angoisse, c'est du coup le malheur. Je me suis dit, mais comment tu fais quand ça va aussi, qu'est-ce que tu faisais? Et du coup, se faire plaisir et faire les choses vraiment réjouissantes, et même juste les penser, pas forcément se lister une liste que forcément tu vas pas, tu vas pas forcément tenir, avec des méga objectifs qui sont un peu... pas forcément faire ça, se dire c'est stupide, mais par exemple j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre, c'est une envie, déjà ça m'anime, déjà ça me fait du bien de penser ça, et je vais pouvoir le faire. Et si je le fais pas, c'est pas je le ferai plus tard, ou je le ferai pas, et c'est pas grave. Mais juste avoir des bouts d'envie de faire des choses, ou de vivre des choses, ou de voir des choses, et se dire c'est possible, en fait. C'est possible, et j'ai le droit, et je suis tout à fait... si j'ai été légitime à être autant malheureuse, je suis légitime à être heureuse à un moment. Enfin, c'est pas possible, et c'est pas vivable d'être tout le temps malheureuse. Enfin, faut se dire ça. Ah, mais c'est beau ce que tu dis. La petite larme. Et pas être trop exigeant avec soi-même. Oui, c'est ça, ouais. Parce que... un peu l'être des fois aussi. Je pense qu'il y a... C'est un peu... je suis en train de... Mais parce que dans le fait de pas être exigeant avec soi-même, moi j'ai une tendance à me dire... oui, vraiment, je suis vraiment pas exigeante avec moi-même, mais injecter de l'exigence, tu vas aller bien, et ça, c'est aussi plaisant. Après, il faut trouver un équilibre, c'est comme dans tout, il faut trouver un équilibre et pas être taré en disant, voilà, dans 15 jours, j'ai une super santé mentale. Non, ça va peut-être être un peu plus délicat que ça, et ça prend du temps aussi, la santé mentale. C'est ça aussi. Il faut s'accorder du temps. C'est vrai. Si on a le luxe de le faire... Et de tester plusieurs choses. Ouais. Que ce soit une solution plus douce, que ce soit aller voir quelqu'un, que ce soit en parler.
Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de sortir ça. Mm. Que ce soit d'une manière physique, que ce soit d'une manière orale. Enfin, il y a vraiment cette idée de sortir le mal-être qu'on Ouais, peut c'est vraiment avoir à un contact avec l'extérieur en fait. Ouais. Donc soit extérioriser en créant quelque chose, donc ça devient un peu objet, c'est en face de soi, Mm. c'est rassurant. Parler à des gens, sortir, c'est vraiment renouer à l'extérieur parce que sinon on est perdu, je pense, on peut vite se perdre dans des boucles. Et là c'est vraiment flippant, c'est pas cool. Et de pas avoir peur d'en parler, de montrer ses faiblesses aussi. Je trouve que c'est vraiment, ça fait partie des choses les plus importantes. Mhm. Alors, pour finir ce podcast, est-ce que vous auriez quelque chose à dire en particulier? Peut-être pas. À ceux qui nous écoutent, à ceux qui vivent la même chose que vous. Ouais. Si vous avez quelque chose à dire, tant mieux. Sinon... Bah, allez acheter mon recueil La philosophie du chien Bientôt, qui va sortir dans 2 semaines. couverture Force Terrier. Peut-être un jour. Avec Bah. illustration faite par vous. Ah oui, non, mais c'est vraiment sorti en fait. Sortir, ouais, ouais. c'est pas mal. Et sortir ou... À la fin de ce podcast, sortir direct. Je sais pas. Oui, mais comme tu dis, c'est bien, enfin, ne pas se mentir, voilà, ça sert à rien. Vraiment, c'est inutile. Donc, ne pas se mentir. Mais c'est douloureux parfois, hein, ne pas se mentir, voilà, voir les choses en face, mais je pense que c'est très bénéfique pour la suite, quoi. Puis pour maintenant. Et ben super, je vous remercie les filles d'avoir fait partie de ce premier podcast, le tout premier, le bébé est sorti. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Des beaux jours heureux. Oui, tout le monde. Voilà. Et bon, salut les filles.